Silence lourd, une promesse surgit au cœur du Burkina Faso. Devant des orphelins de soldats, un dirigeant parle d'école, de soins et de protection, transformant une scène de deuil en projection collective. Que change vraiment cette promesse pour vous quand Ibrahim Traoré évoque l'avenir? Une trajectoire nouvelle se dessine. La promesse formulée ici dépasse un simple geste de compassion. Elle annonce un cadre où l'éducation, la santé et la protection cessent d'être fragmentées pour devenir un socle unique pensé pour des enfants dont la trajectoire a été brisée trop tôt oui. Voilà. Le bénéfice central est clair. Un environnement sûr pour se reconstruire durablement. Mais l'enjeu réel se situe à Ilure, dans un pays marqué par la violence et les pertes humaines. Chaque orphelin incarne une question collective. Laisser la vulnérabilité, se transmettre ou investir dans une génération capable de rompre ce cycle. Ces écoles projetées portent un double poids. Elles répondent à une urgence humaine immédiate, tout en servant de test politique et social. Si elles échouent, la promesse restera symbolique. Si elles tiennent, peuvent devenir un levier de stabilité à long terme. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le sort de quelques enfants, mais la capacité d'un État et de ses communautés à transformer la douleur en continuité, puis en avenir partagé. Dès l'ouverture, un repère temporel change la lecture: 2026. Cette date, annoncée comme horizon de mise en œuvre, transforme une parole de soutien en engagement programmé. Elle indique que la promesse portée par Ibrahim Traoré n'est pas pensée comme un geste ponctuel, mais comme la première brique d'un dispositif durable. Pour comprendre ce basculement, il faut replacer l'annonce dans son contexte. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso traverse une période de violence persistante qui ont laissé derrière elles des familles endeuillées et des enfants confrontés très tôt à la perte et à l'instabilité. Les orphelins de soldats incarnent cette fracture. Scolarité interrompue, accès irrégulier au son d'absence de cadre protecteur. Jusqu'ici, les réponses apportées restaient dispersées et souvent pas limitées à des aides temporaires sans continuité institutionnelle. Le discours présidentiel intervient précisément à ce point de fragilité. En s'adressant directement aux enfants de soldats tombés au combat, Ibrahim Traoré déplace le centre de gravité du débat. Il ne parle plus seulement de mémoire ou de reconnaissance, mais d'un système capable d'absorber le choc de la guerre et d'en limiter les effets sur la génération suivante. L'éducation devient alors un outil stratégique, au même titre que la sécurité ou la cohésion sociale. Un point clé réside dans cette articulation nouvelle. Les écoles annoncées ne sont pas conçues comme Notendermus, comme de simples lieux d'apprentissage académique. Elles doivent réunir dans un même espace enseignement, soins gratuits et protection quotidienne. Cette intégration marque une rupture avec la situation antérieure où chaque besoin était traité séparément, souvent de manière incomplète. Ainsi, le contexte éclaire la portée réelle de l'annonce. La date de 2026 agit comme un signal. Elle fixe un cap mesurable et engage l'État sur une trajectoire observable. La question implicite devient alors centrale. Cette structuration suffira-t-elle à transformer une promesse politique en changement tangible pour les enfants concernés? Pour saisir la portée concrète de l'initiative, il faut plutôt quitter le discours général et suivre les premiers visages qu'elle touche.
Les enfants deviennent alors le fil conducteur le plus lisible. Certains vivent encore dans des zones proches des anciennes lignes de front où la disparition d'un parent a bouleversé l'équilibre familial du jour au lendemain. Leur quotidien s'est longtemps organisé autour de solutions improvisées, sans continuité éducative ni suivi sanitaire régulier. D'abord, un cas illustre ce basculement. Lors de visites menées par des équipes locales, des enfants découvrent que des écoles dédiées sont en préparation, avec des services de santé gratuits, avec un encadrement protecteur. L'échange a bref, parfois maladroit. Mm. Mais son effet est très immédiat. Là où dominait l'incertitude apparaît l'idée d'un cadre stable. Ce simple déplacement de perspective suffit à modifier le rapport à l'avenir. Ensuite, un autre cas renforce cette lecture. Une fillette dont le père est tombé au combat, fréquentait jusqu'alors un centre communautaire sans structure formelle. L'annonce d'un établissement pensé pour accueillir, soigner et s'accompagner durablement redéfinit la manière dont sa famille envisage les mois à venir. La peur de voir l'enfant glisser vers la précarité cède progressivement la place à une attente mesurée, mais réelle. Ces premiers impacts restent modestes, mais ils sont révélateurs. Ils montrent que le projet agit avant même la construction des bâtiments. La promesse introduit une continuité là où régnaient des réponses fragmentées. En clair, offrir un cadre stable change déjà les trajectoires, avant même l'ouverture officielle des écoles. Avant l'annonce présidentielle, la situation suivait une trajectoire connue. Les orphelins de soldats dépendaient d'initiatives éparses, souvent locales, parfois solidaires, mais rarement coordonnées. L'aide arrivait par fragments, une scolarisation intermittente, un soutien sanitaire irrégulier, une protection jamais garantie sur la durée. Ce contexte formait l'arrière-plan silencieux sur lequel la parole politique allait intervenir. Le déclencheur survient lorsque Ibrahim Traoré choisit de s'adresser directement aux orphelins de soldats tombés au combat. La scène est marquée par un contraste fort. Des enfants encore marqués par la perte face à un dirigeant qui parle non pas de guerre mais d'école, de soins gratuits et d'avenir. Ce moment crée une rupture nette. Jusque-là, les gestes envers ces enfants se restaient en symbolique ou dispersés. Ici, la parole d'Arl engage une vision structurée. Le message est simple mais lourd de conséquences. Là, la douleur ne doit pas déterminer le destin de la génération suivante. Le point culminant intervient lorsque l'annonce se précise. À partir de 2026, des écoles dédiées doivent être construites pour accueillir spécifiquement les enfants de soldats morts au combat. Ces établissements ne sont pas présentés comme de simples salles de classe. Ils doivent offrir un environnement sécurisé, intégrer un suivi sanitaire gratuit et proposer des programmes éducatifs pensés pour compenser les ruptures causées par la guerre. À à cet instant, l'initiative change de nature. Elle cesse d'être perçue comme un hommage pour devenir une stratégie à long terme. Le mot qu'est-ce que le venir revient avec insistance et avec lui l'idée que ces enfants pourront devenir des acteurs de la stabilité du pays. À mesure que le discours progresse, les répercussions commencent à se dessiner. Les administrations locales sont appelées à identifier
Les aides à enfants concernés à recenser leurs besoins et à préparer les premières étapes logistiques. Des équipes éducatives et sanitaires sont évoquées, tout comme des programmes de formation professionnelle destinés à accompagner les jeunes vers l'autonomie. Chaque élément ajoute une couche nouvelle à la promesse initiale. L'initiative s'élargit, passant d'un projet éducatif à un dispositif global de reconstruction humaine. Les familles ressentent rapidement ces effets. Pour les parents survivants, l'annonce représente un allègement symbolique, parfois concret, du poids qu'ils portent depuis la disparition de leurs proches. La perspective d'un cadre gratuit et protecteur réduit l'angoisse liée à l'avenir des enfants. Dans les communautés, un mouvement plus diffus apparaît. Enseignants, responsables locaux et structures sociales commencent à se projeter dans un rôle actif. La promesse présidentielle agit comme un catalyseur, réactivant des réseaux de solidarité fragilisés par des années de conflits. Ainsi, la chaîne des événements révèle une transformation progressive. D'un constat de manque et de vulnérabilité, on passe à une vision structurée, puis à une mobilisation élargie. Le processus reste fragile, mais il est enclenché. La question centrale demeure, cette dynamique saura-t-elle se maintenir au-delà de l'annonce pour inscrire durablement ces écoles dans la réalité quotidienne des enfants concernés? Au point de départ, la situation reposait sur une base fragile et largement reconnue. Les orphelins de soldats vivaient sans infrastructure dédiée, avec une scolarité souvent interrompue, un accès aux soins irrégulier et une protection quotidienne incertaine. Cette réalité formait le point de départ, une accumulation de manques sur structurels qui laissait les enfants dépendants d'aide ponctuelle, sans continuité ni garantie. Dans le cric de Toggle septembre. Le premier changement clairement identifié est temporel. L'année 2026 est avancée comme horizon de mise en œuvre des écoles dédiées. Cette date agit comme un marqueur concret. Elle transforme un besoin diffus en engagement planifié. En fixant ce jalon, le discours introduit une logique de suivi. Ce qui était auparavant indéterminé devient observable et donc potentiellement évaluable. En une phrase, l'intention politique se convertit en calendrier. Un deuxième changement apparaît dans l'échelle de la réponse. Avant l'annonce, seule une minorité d'enfants bénéficiait d'un soutien souvent local et fragmenté. La vision présentée vise désormais une généralisation de l'accès à un environnement protégé pour tous les orphelins identifiés. Même sans chiffre précis, ce glissement est mesurable par sa portée. On passe d'initiatives isolées à un système pensé comme universel. Chaque enfant devient la référence, non plus l'exception. Cette extension d'échelle constitue un changement qualitatif majeur. Un troisième repère tient à la structure même des futures écoles. Le triptyque éducation, santé, protection est présenté comme indissociable. Dans la situation initiale, ces trois dimensions étaient traitées séparément lorsqu'elles l'étaient. La scolarité pouvait exister sans suivi médical, la protection sans continuité éducative ou les soins sans cadre stable. Le changement annoncé repose sur leur intégration dans un seul espace. Cette
unification modifie profondément les conditions de développement des enfants en réduisant les ruptures entre besoins physiques, émotionnels et cognitifs. Pour Ibrahim Traoré, ces éléments ne sont pas accessoires. Ils définissent le rôle attribué aux écoles, non seulement transmettre des connaissances, mais créer les conditions d'une autonomie future. La formation professionnelle évoquée dans le discours complète cette logique. Elle marque un passage de l'assistance à la capacité d'agir. Le projet ne cherche pas uniquement à protéger, mais à préparer. Cette orientation constitue un indicateur car elle et inscrit les enfants dans une trajectoire de contribution à long terme. Les preuves avancées restent prudentes mais cohérentes. La gratuité annoncée des soins remplace l'incertitude par une garantie. Là où l'accès à la santé dépendait auparavant de circonstances variables, il devient un droit intégré au dispositif scolaire. Ce changement réduit un obstacle majeur à la continuité éducative. De la même manière, la promesse d'un environnement sécurisé transforme la protection en variable stable plutôt qu'en ressource aléatoire. Ainsi, du point de départ marqué par l'absence de structure au changement annoncé, un réseau intégré prévu dès 2025, dès 2026, les éléments exposés dessinent une trajectoire lisible. Ils montrent comment une parole politique tente de convertir les fractures laissées par la guerre en mécanismes de stabilité. La question reste ouverte, mais elle est désormais mesurable. La montée en capacité annoncée pourra-t-elle être maintenue et consolidée dans le temps? D'abord, une objection revient régulièrement. Construire et maintenir des écoles dédiées, intégrant éducation, soins, soins gratuits et protection, exige des ressources humaines et matérielles importantes. Dans un pays marqué par des années de conflits, certains observateurs doutent de la capacité de l'État à soutenir durablement un tel dispositif. Selon cette lecture, le risque principal serait un essoufflement progressif, des infrastructures inachevées, des équipes insuffisantes et des promesses qui dépasseraient pas les moyens réels. Les enfants se retrouveraient alors dans une zone intermédiaire entre des attentes et déception. Ensuite, une autre objection adopte un angle différent. Elle considère que concentrer l'effort sur les orphelins de soldats pourrait créer une forme de déséquilibre social. D'autres enfants, également touchés par la violence ou la précarité, pourraient percevoir cette priorité comme une injustice. Dans ce scénario, l'initiative risquerait de fragmenter la solidarité nationale plutôt que de la renforcer, en donnant l'impression que certaines souffrances sont plus légitimes que d'autres. La réponse se trouve dans la manière dont Ibrahim Traoré présente le projet. Les écoles ne sont jamais décrites comme une solution isolée ni exclusive. Elles s'inscrivent dans une logique progressive, combinant protection, apprentissage, santé et implication communautaire. Le discours insiste sur le caractère structurant de l'initiative. En stabilisant les enfants les plus exposés, il s'agit de réduire un foyer de vulnérabilité qui affecte l'ensemble de la société. L'objectif n'est pas de hiérarchiser les douleurs, mais de traiter un point de rupture identifié. En outre, l'intégration de formations professionnelles et l'appel à la participation des communautés élargissent la portée du projet.
Les écoles se deviennent des pôles de reconstruction et capables de produire des effets au-delà de leurs bénéficiaires directs. Ainsi, si les contraintes matérielles sont réelles et les tensions possibles, la stratégie décrite cherche à transformer une objection en levier. Investir là où la fragilité est maximale pour renforcer à terme la cohésion collective. Un changement silencieux est déjà en marche. Ce qui se dévoile ici dépasse la simple construction d'écoles. L'initiative redéfinit la place même des orphelins dans le récit national. Jusqu'à présent, ils apparaissaient surtout comme les victimes invisibles d'un conflit prolongé. Dans la vision portée par Ibrahim Traoré, ils deviennent un point d'appui stratégique pour l'avenir du pays. La révélation tient à ce déplacement de regard. Les écoles annoncées ne servaient pas uniquement à réparer une perte, mais à transmettre une responsabilité. L'éducation, les soins et la protection sont pensés comme des outils pour former des individus capables d'assumer demain un rôle actif dans la société. La mémoire des soldats comme des soldats tombés n'est plus seulement honorée, elle est transformée en moteur de reconstruction morale et civique. Un second élément renforce ce basculement. Le soutien ne s'arrête pas au mur des établissements. Le discours insiste sur l'implication des familles, des encadrants et des communautés locales. Cette extension collective change l'échelle du projet. Les enfants ne sont plus portés uniquement par l'État, mais par un environnement social appelé à se reconfigurer autour d'eux. À mi-parcours du récit, une question s'impose alors clairement. Si ces enfants deviennent le cœur d'un projet national, jusqu'où cette dynamique peut-elle remodeler durablement leur avenir et celui du Burkina Faso? Pour l'État, les effets attendus sont d'abord institutionnels. La mise en place d'écoles intégrant éducation, soins gratuits et protection quotidienne crée un précédent dans l'action publique. Elle oblige les administrations à coordonner des secteurs longtemps séparés et à suivre des indicateurs clairs. Assiduité scolaire, accès régulier à la santé, stabilité des parcours. En plaçant ces enfants au centre d'un dispositif structuré, Ibrahim Traoré engage l'État sur une logique de continuité plutôt que de réponse ponctuelle. C'est pour les 100 000 familles des soldats tombés, l'impact était plus intime mais tout aussi déterminant. La promesse d'un cadre gratuit et sécurisé réduit une part de l'angoisse liée à l'avenir. Les parents survivants n'ont plus à choisir entre scolarité et soins, ni à s'improviser des solutions fragiles. Cette sécurisation ne compense pas la perte, mais elle rétablit un équilibre minimal, permettant aux familles de se projeter au-delà de l'urgence quotidienne. Du côté des enfants eux-mêmes, la transformation est la plus visible. L'accès à un environnement stable modifie leur rapport au temps. Là où l'avenir semblait flou et discontinu, apparaît une trajectoire claire lisible. Apprendre, se soigner, être protégé, puis acquérir des compétences utiles. Et cette continuité réduit la vulnérabilité initiale et renforce la capacité à se reconstruire. Les enfants cessent d'être définis uniquement par le deuil pour devenir porteurs d'un potentiel reconnu.
À l'échelle des communautés locales, les effets éco se diffusent plus largement. Les écoles annoncées deviennent des pôles autour desquels se réorganisent des réseaux de solidarité. Enseignants, encadrants et responsables locaux trouvent un cadre commun d'action. La participation communautaire, encouragée par le discours présidentiel, renforce la cohésion sociale dans des zones marquées par la violence. En ce sens, l'initiative agit comme un stabilisateur collectif. Ces quatre cercles, institutions, familles, enfants et communautés, s'entrecroisent. Ils dessinent une dynamique où une politique ciblée produit des effets systémiques. En donnant une direction claire à cette transformation, Ibrahim Traoré inscrit l'initiative dans une logique qui dépasse l'aide humanitaire. Elle devient un levier de reconstruction sociale, dont les conséquences, si elles se confirment, s'étendre bien au-delà des bénéficiaires des charges immédiates. Dans une trajectoire dite de base, la trajectoire annoncée se déroule sans rupture majeure. Les premières écoles avancent selon le calendrier prévu. Les équipes éducatives et sanitaires sont progressivement mobilisées et les mécanismes de coordination commencent à fonctionner. Les enfants accèdent à une scolarité plus stable et à des soins réguliers sans transformation spectaculaire, mais avec une continuité nouvelle. Dans ce cadre, la vision porté par Ibrahim Traoré s'installe lentement, par accumulation d'effets concrets plutôt que par un choc immédiat. Dans un scénario optimiste, repose sur une dynamique plus large. Les communautés locales s'approprient rapidement le projet. Les enseignants et encadrants disposent des ressources nécessaires et les programmes de formation professionnelle prennent forme plus tôt que prévu. Les écoles deviennent alors de véritables pôles structurants, capables de diffuser stabilité et compétences au-delà de leurs murs. Les enfants bénéficient d'un accompagnement global qui accélère leur reconstruction. Dans cette hypothèse, l'initiative commence à servir de modèle reproductible, renforçant la cohésion sociale dans plusieurs zones du pays. Dans un scénario pessimiste, enfin, met en lumière les fragilités. Des retards logistiques, un manque de personnel ou des contraintes budgétaires pourraient ralentir la mise en œuvre. Les enfants resteraient sectés alors dans un entre-deux, soutenus par une intention politique forte, mais sans accès immédiat au service promis. Les familles pourraient perdre confiance et la mobilisation communautaire s'essouffler. Dans ce cas, le projet nécessiterait des ajustements rapides pour éviter que l'écart entre promesses et réalité ne se creuse. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation de lecture s'impose. Observer moins les annonces que les signaux faibles. La régularité de la scolarité, l'accès effectif aux soins gratuits et la continuité de l'encadrement constituent des repères simples pour évaluer la solidité réelle de la démarche. C'est à travers ces indicateurs, mois après mois, que la portée de l'engagement de Ibrahim Traoré pourra être appréciée. Pour certains spectateurs, sensibles aux trajectoires humaines marquées par la perte, l'initiative agit comme un repère émotionnel. Voir des enfants passer d'une situation d'incertitude à un cadre protecteur rend tangible l'idée qu'une société peut amortir les chocs les plus violents. La perspective d'école offrant soins, sécurité et continuité éducative répond à un besoin fondamental.
celui de savoir que la vulnérabilité n'est pas une fatalité définitive. D'autres, plus attentifs aux enjeux éducatifs et sociaux, y perçoivent une réponse structurée à des déséquilibres profonds. L'intégration de l'éducation, de la santé et de la protection dans un même dispositif montre qu'une politique publique peut gagner en efficacité lorsqu'elle cesse de fonctionner en silo. Pour ces observateurs, la démarche portée par Ibrahim Traoré illustre une tentative de restauration de la capacité d'action collective à partir des enfants plus sumatra. Les bûchers de dans bûcher au connect pause. Enfin, d'autres encore se reconnaissent dans la dimension communautaire du projet. Le fait que les familles, les enseignants et les responsables locaux soient explicitement appelés à participer redéfinit leur rôle. Ils ne sont plus de simples témoins d'une annonce présidentielle, mais des acteurs potentiels d'une reconstruction morale et sociale. Cette ouverture crée un espace d'engagement, même modeste, pour ceux qui souhaitent contribuer à un mouvement plus large. Au croisement de ces trois regards, une idée s'impose. L'initiative ne concerne pas seulement ceux qui en bénéficient directement. Elle invite chacun à réfléchir à sa place face à la reconstruction et à la manière dont une promesse collective peut devenir une responsabilité partagée. D'abord, il faut identifier précisément les enfants concernés. Les équipes locales, en coordination avec les autorités, doivent établir une cartographie fiable des orphelins de soldats, région par région. Ce travail de terrain permet de hiérarchiser les besoins éducatifs, et sanitaires et matériels, et de transformer une estimation générale en données opérationnelles. Sans cette base, aucune planification durable n'est possible. Ensuite, l'attention se porte sur les infrastructures, les sites des futures écoles sont définis. Legasondiwasiatapa les calendriers des grandes publications de secrets alignés sur l'échéance annoncée comme et les normes de sécurité précisées. L'objectif ça est clair. Créer des espaces capables d'accueillir, de protéger et de soigner. L'avancement physique des bâtiments devient alors un indicateur clé, mesurable et observable de l'engagement. Puis, il s'agit de le capital humain, enseignants, encadrants et personnel de santé doivent être recrutés et formés autour d'une approche intégrée. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner, mais d'accompagner globalement des enfants marqués par la guerre. La qualité et la stabilité de ces équipes conditionnent directement la crédibilité du projet porté par Ibrahim Traoré. Après cela, il faut l'ancrage communautaire. Les familles, les responsables locaux et les structures sociales sont appelés à participer activement. Leur rôle se mesure par la régularité des échanges, la capacité à soutenir les enfants au-delà du cadre scolaire et la création de relais de confiance. Sans cette implication, l'action de l'État risque de rester isolée. Enfin, une étape de suivi permanent doit boucler la feuille de route. Trois indicateurs simples permettant d'évaluer l'efficacité réelle du dispositif: assiduité scolaire, accès continu 60 aux soins gratuits et progression des apprentissages. En les observant dans le temps, il devient possible de vérifier si la promesse initiale se traduit en résultats concrets. Cette séquence
si elle est respectée, donne une cohérence opérationnelle à la vision défendue par Ibrahim Traoré. Elle transforme une annonce politique en processus vérifiable. La question décisive demeure alors: cette feuille de route sera-t-elle suivie avec la constance nécessaire pour tenir la promesse faite aux enfants? En revenant aux premières scènes évoquées plus tôt, le contraste apparaît avec netteté. Les enfants rencontrés lors des visites initiales vivaient dans un présent suspendu, rythmé par l'absence et l'incertitude. La perspective d'écoles protégées, de soins gratuits et d'un accompagnement continu a progressivement modifié ce paysage intérieur. Ce ne sont pas encore des résultats chiffrés, mais un déplacement profond de l'horizon. Le fil conducteur du récit se resserre ici. Ce qui était au départ une promesse adressée à des orphelins devient une affirmation plus large. La dignité peut être reconstruite lorsqu'elle est soutenue par des structures cohérentes. En reliant mémoire des soldats disparus et avenir des enfants, Ibrahim Traoré inscrit l'initiative dans une continuité morale. La perte n'est pas effacée, mais elle cesse d'être une frontière infranchissable. Un détail revient alors comme un écho. Les écoles ne sont pas seulement des lieux d'apprentissage, elles sont pensées comme des espaces où l'on apprend à se relever. Cette idée traverse tout le projet et lui donne sa force symbolique. Elle transforme un geste politique en message collectif. Une phrase s'impose, simple et sans emphase excessive. La reconstruction commence toujours par ce que l'on protège. C'est autour de cette conviction que le récit se referme, laissant entrevoir une trajectoire où l'avenir n'est plus subi, mais progressivement construit. À ce stade, l'initiative ne se lit plus seulement comme une politique publique, mais comme un signal adressé à l'ensemble de la société. Les écoles promises incarnent une manière de répondre à la violence sans la reproduire, en investissant dans la protection, l'apprentissage et la responsabilité collective. Elles rappellent qu'un avenir plus stable ne se décrète pas uniquement par la sécurité, mais se prépare par l'attention portée aux plus fragiles. Le discours insiste sur une dimension essentielle: rien ne peut fonctionner de manière isolée. Les familles, les enseignants, les communautés et les institutions forment un même écosystème. Chacun à son niveau peut renforcer ou affaiblir la promesse initiale. C'est dans cette articulation que la vision portée par Ibrahim Traoré prend tout son sens, en reliant action étatique et engagement social. Pour celles et ceux qui observent cette démarche à distance, une réflexion s'impose naturellement. Soutenir une telle dynamique ne signifie pas nécessairement agir directement, mais comprendre les mécanismes qui transforment une promesse en trajectoire durable. La reconstruction commence souvent par un changement de regard, puis par une attention continue. Alors la question demeure ouverte et volontairement sans réponse fermée. Samte, face à cette tentative de transformer la douleur en avenir partagé, quelle place chacun choisira-t-il d'occuper?